L'invité de FC Première. Bonjour Pierre Guglielmina. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes pour quelques jours encore le directeur général de la SLN. Vous serez en retraite début avril, après 2 années passées aux commandes du premier employeur privé de la Calédonie. C'est pas un peu frustrant de partir maintenant, juste au moment où tout risque de se précipiter là, dans les mois qui viennent? Oui, en effet, on peut le considérer de cette façon-là, mais je dirais qu'en fait, ça fait bientôt 4 ans et demi que je suis sur le territoire et donc à la SLN. Donc, il ne faut pas seulement regarder le poste de directeur général. Je crois qu'il faut regarder le travail que l'on a fait pendant toutes ces années, ces 5 années avec l'ensemble de l'équipe, et c'est ça qui est important. Le point numéro 2, c'est qu'il faut bien voir que l'objectif, c'est dès la prochaine Assemblée générale du 4 juin, de se remettre en conformité donc avec la gouvernance de la SLN, en ayant d'une part un directeur général et d'autre part un président du conseil d'administration. Et vous restez vous-même président du conseil d'administration. Donc président du conseil d'administration au minimum jusqu'au 4 juin de cette année. Sauf si vous êtes reconduit. On verra. Pierre Guglielmina, le patron de la SLN, donc notre invité ce matin, vous pouvez, comme tous les matins, bien sûr, lui poser vos questions. Le 258 est à votre disposition jusqu'à 7h35. Allez, vous allez partir, quitter cette SLN sur une embellie. Le cours des ramettes a flambé vendredi dernier. Cela dit, la SLN perd toujours de l'argent à produire du nickel. Oui, vous faites bien de le souligner. En effet, l'année 2014 a été une année d'amélioration, aussi bien pour le groupe Eramet que pour la branche nickel et la SLN. Dans les 2 cas, on a eu donc des réductions de nos coûts, de nos dépenses très importantes, 100 millions d'euros au niveau donc du groupe Eramet. On reparlera certainement du cas de la SLN après. Mais dans les 2 cas de figure, que ce soit pour Eramet ou pour la SLN, le résultat net reste toujours négatif. Donc ce qui est important, c'est de poursuivre l'effort pour retrouver des résultats avec une couleur verte. Alors vous avez fait moins de pertes, pour parler simplement. Oui. L'an dernier, la SLN, on parle de 52 millions d'euros contre 222 en 2013. Ce qui fait quoi, un quart de moins, un quart des pertes de l'an dernier? Non, un peu plus. Beaucoup moins, parce que les pertes nettes pour nos amis calédoniens, on va les donner en francs pacifiques. En francs pacifiques, si vous voulez, donc en milliards. On est passé de 24 milliards de pertes l'an dernier, ce qui était un chiffre énorme, à 4 milliards cette année. Donc ça fait le 6e. Ça fait le 6e. Ce qui est important de voir, et vous l'avez dit dans votre introduction, il y a eu une partie qui a été liée au cours du nickel, mais seulement une petite partie. L'autre partie que je tiens à souligner et pour laquelle l'ensemble du personnel était, je dirais, embarqué au bord donc de notre bateau pour progresser, ce sont les améliorations de performance que nous avons dégagées au cours de l'année 2014. Est-ce que vous allez pouvoir aller plus loin justement? Oui, Pierre Guglielmina. Notre ambition que nous avions affichée l'an dernier, c'était de réduire nos coûts de $1 par livre. Cette année, nous les avons réduits de 0,62 $ par livre, ce qui est énorme. Notre objectif était de 0,4. Mais nous avons déjà comme objectif pour l'année 2015 d'obtenir plus de 0,7. Donc c'est un processus qui est permanent et ça doit être quelque chose qui fait partie de la culture d'un industriel que de toujours vouloir s'améliorer. Donc des gisements, il y en a. C'est sûr que on va toujours cueillir les fleurs qui sont les plus basses. Donc les progrès les plus faciles à faire ont été faits. Mais il y en a encore beaucoup. Et puis c'est comme le sportif qui s'entraîne. On devient beaucoup plus aguerri à aller les chercher. Donc vraiment, cette amélioration de performance pour l'année 2015, c'est du solide, c'est du sérieux. Alors je vous posais la question, est-ce que vous pouvez aller plus loin sans remettre un tour de vis supplémentaire, sans demander encore plus à vos salariés? On en a vu certains se mobiliser il y a quelques jours encore là, à l'appel de la COGETRA pour dire sans doute on est là et on veille au grain. Oui, je crois que du reste, on a des relations très suivies avec nos partenaires sociaux. À titre d'exemple, demain, j'animerai un comité central d'entreprise. Donc, on a un dialogue permanent. Je voudrais revenir sur votre notion de tour de vis qui pourrait être mal comprise.
Ce que j'ai voulu, avec l'ensemble de mon comité de direction, lancer donc il y a un peu plus de 15 mois, c'est vraiment un plan d'amélioration de la compétitivité, mais qui ne soit pas centré sur la réduction des effectifs. Du reste, vous avez vu qu'à aucun moment je n'ai parlé de ce sujet-là. Est-ce que pour autant on ne fera pas de productivité? Je ne me l'interdis pas. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie normale d'une entreprise. Mais moi, ce que je recherche avant tout, c'est d'avoir les 2200 personnes qui soient convaincus qu'on va dans la bonne direction et qui amènent leur contribution. Et pour ça, il ne faut pas leur dire qu'ils vont scier la branche sur laquelle ils sont assises. Donc il est important de chercher d'autres types d'améliorations. La réduction d'effectifs, elle a eu lieu lors du plan d'action compétitivité qui a été lancé en 2009. Moins 300 personnes. Maintenant, ce n'est plus le même objectif. Vous êtes optimiste, vous parlez de sortir du rouge dès cette année. Cela dit, le cours du nickel est pour le moins difficile à anticiper. Hein. Les grands observateurs finissent par jeter l'éponge pratiquement. Oui, je crois que, en effet, beaucoup trop de raisonnements ont été, je dirais, réducteurs, voire un petit peu simplistes, et en donnant des valeurs absolues. Une valeur absolue, ça ne veut rien dire dans notre monde, puisque j'écoutais les informations donc, qui ont été données juste avant. Tout le monde sait que la parité euro-dollar évolue énormément. Chacun sait que le prix du baril évolue énormément. Donc, une valeur absolue donc, du LME n'a pas grand sens. LME, c'est le cours du nickel, qui est international. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans un contexte économique qui est positif. Et donc, le nickel va être réapprécié. Quand ? C'est ça la vraie question. Et à mon avis, c'est plutôt à la fin de l'année. Pourquoi le contexte est favorable ? Premièrement, la demande est toujours en croissance. On est dans un métier où nos clients, les producteurs d'acier inoxydable, ont une croissance de plus de 6-7% par an. C'est énorme. Deuxièmement, on arrive à un moment où il y a une inversion entre l'offre et la demande. Pendant 3 ans, il y avait trop d'offres. Aujourd'hui, c'est la demande qui devient supérieure. Vous la voyez vraiment, cette inversion? Parce que on sait, hein, les stocks étaient énormes et on pensait qu'ils allaient fondre très vite. C'est pas vraiment le cas, quand même. Non, c'est pas le cas pour 2 raisons. Parce que donc, il faut bien compter non seulement les stocks au LME, mais les stocks de minerais. Donc l'effet du ban indonésien. Le ban indonésien, c'est l'Indonésie qui a décidé de ne plus exporter son minerai. Exactement. Et donc, aujourd'hui, il y a un déficit de minerais en Chine qui fait que les usines chinoises commencent à réduire leur production. D'autre part, le stock avait augmenté de façon très importante en 2014 parce que on avait non seulement la surproduction, mais on avait aussi des stocks cachés, un peu frauduleusement par les Chinois, qui sont revenus sur le marché. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est arrivé au niveau haut des stocks, 420, 430 000, et qu'on va commencer à avoir une baisse. Et c'est seulement au bout de 3-4 mois de baisse continue que réellement le cours va remonter. Et ça, je le prévois plutôt en fin d'année. Donc globalement, je pense que le résultat net de la SLN en 2015 sera dans le vert. Et vous pensez pas que c'est, on en a un petit peu parlé, le dollar fort aussi, ou l'Ukraine paralysée qui vous aide? Et alors, ça, c'est purement conjoncturel. Oui, il faut regarder l'ensemble, je dirais, des données, mais vous savez, il faut pas sauter sur toutes les informations parce que sinon c'est un peu trop facile. À un moment, on nous a dit vous vous rendez compte, Cuba et les USA se réconcilient, mais Cuba, ils produisent du nickel, ça va être une catastrophe pour la Calédonie. Plus personne n'en parle parce qu'en fait, c'était déjà équilibré. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est de regarder les fondamentaux. Et les fondamentaux sont bons. Je vous propose d'aller tout de suite du côté du standard. Steven est avec nous ce matin. Steven, au 258. 258, bonjour. Oui, bonjour. En fait, ça ne concerne pas les chiffres ou autres, mais moi, j'avais toujours une interrogation. C'est par rapport, je profite que le monsieur de la SLN, il est là. C'est par rapport au tas de scories, là, les déchets de votre usine, qui envahissent maintenant la baie de Ndu. Et voilà, moi, je me suis toujours posé la question, mais est-ce que le déversement de ces scories, puis là, on voit des montagnes de scories qui s'élèvent et qui, est-ce que vous avez le droit de déverser toute cette scorie-là sur l'espace maritime
Est-ce que ça vous appartient? C'est ça ma question. Merci Steven, merci. On va ouvrir justement un lourd dossier, celui de l'environnement. On commence par cette... Merci pour cette question qui est en effet très importante. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en effet, vu la teneur en nickel de nos minerais, notre principale production, c'est en effet de la scorie. Et il faut savoir que cette scorie, elle n'est pas seulement stockée, mais elle est largement utilisée. Une grande partie des Nouméens, peut-être ne le savent-ils pas, résident donc sur des terrains qui ont été gagnés sur la mer avec de la scorie de la SLN. Cette scorie est inerte. Pour autant, bien évidemment, il y en a une partie qui est stockée. Nous avons en effet l'autorisation qui nous a été donnée de stocker. On pourrait même faire une montagne de 64 mètres de haut, ce que je ne souhaite pas. On a eu d'autre part une petite extension qui nous a été donnée par un permis, une autorisation donc d'endigage dernièrement et que l'on a mise à profit. Donc tout ça est fait dans les règles et il faut savoir qu'on a une autorité de tutelle qui nous contrôle. Dans la question qui a été posée, il y a je dirais, le futur qui est évoqué. Je donnerai deux orientations. Premièrement, bien évidemment, l'engravement d'un certain nombre de zones nous préoccupe. Donc actuellement, on est en train de faire un certain nombre de relevés, là encore avec les autorisations donc de notre autorité de tutelle. Et ensuite, on verra comment on peut aller retirer une partie donc de cette scorie qui a pu se déposer. Deuxièmement, je suis actuellement donc en contact avec des entrepreneurs étrangers qui pourraient être intéressés par des très grosses quantités de cette scorie pour leur propre utilisation. Donc, dans quel pays ? Certainement plutôt les Amériques, mais c'est un entrepreneur américain. Et donc là, on parle de capacité non seulement d'éliminer annuellement toute la scorie produite, mais de reprendre sur les stocks. Donc c'est une volonté forte, je dirais, d'être respectueux donc de la matière que l'on traite et de traiter tous les coproduits. Parmi ces produits, ça peut être aussi de la terre rouge qui va se déposer où il ne faudrait pas. On en a vu sur les coraux, on en voit peut-être ailleurs. Quelle est votre sur ce sujet politique là-dessus? C'est plus compliqué peut-être. Sur ce sujet-là, je voudrais dire deux choses. Donc, quand on parle de terre rouge, on parle plutôt des criques au niveau donc des pays miniers. Et donc, actuellement, on est dans une période forte de pluie. On sait ce que ça veut dire. Il faut savoir que SLN dans le domaine a été très novateur donc pour justement la gestion des eaux, avec des décanteurs qui sont régulièrement curés, qui sont suivis de telle manière à ce que même en période de forte pluie, nous réagissons bien. Très honnêtement, actuellement, je regarde tous les jours à Thio, à Kouawa, etc., la couleur des criques pour être sûr que notre système fonctionne bien. Au niveau des coraux, c'est un autre problème. Là, je ne parlerai pas de ce type de dépôt que je n'ai jamais constaté, mais il faut savoir que, bien évidemment, on est contrôlé sur les températures de rejet de nos eaux, de telle manière à ce que l'on ne perturbe pas le milieu marin. Pierre Guglielmina, le numéro 1 de la SLN. Pendant encore un peu plus d'un mois, vous allez rester, on l'a compris, président du conseil d'administration jusqu'en juin. Vous pouvez bien sûr, vous tous qui nous faites l'amitié de nous suivre, poser vos questions. 258. Pierre Guglielmina, vous comptez beaucoup sur la nouvelle centrale qui va remplacer la vieillissante centrale de Doniambo pour augmenter vos performances. En vérité, elle vous fait faire des économies en ce moment, cette centrale, avec le prix du fioul qui a terriblement baissé. C'est pas le moment de la changer, votre centrale? Oui, comme vous disiez tout à l'heure, il peut y avoir des événements culturels ou des événements, conjoncturels qui font qu'on a des petites embellies. Mais il faut faire très attention parce que dans ce domaine-là, c'est en général pas durable. Donc, rassurez-vous, le dossier de la nouvelle centrale, dit centrale C, continue. Et c'est très important parce que la centrale actuelle, même si elle bénéficie d'un baril moins cher, est vieillissante. Et donc, en 2018, la première tranche aura 50 ans. Donc, il serait déraisonnable de vouloir continuer à travailler avec cet outil-là, même s'il a été très bien managé. Donc, actuellement, nous poursuivons notre dossier de la centrale C sous plusieurs aspects.
Premièrement, on continue à avoir du dialogue avec l'ensemble je dirais, des parties prenantes, et on a eu dernièrement un comité local d'information. Deuxièmement, bien évidemment, avec le consortium qui va nous construire cette centrale, on est dans la phase finale pour avoir une offre engageante qui devrait tomber dans les 10 jours qui viennent. Toujours pas financé. Alors, je vais y venir. Ce qui est important aussi, parallèlement, c'est faire en sorte qu'on ait l'ensemble des autorisations. Donc, nous allons déposer nos réponses complémentaires auprès de la DIMINC dans le mois qui vient. Parallèlement à ça, il y a 2 sujets importants. Bien évidemment, d'avoir le feu vert de l'actionnaire. Et pour ce faire, il faut avoir donc un financement. Dans le financement qui est en train de se construire, il y a un point très important. C'est donc les dossiers de défiscalisation et de crédit d'impôt. Défiscalisation donc de l'ODEOM depuis Paris, depuis la métropole, et donc le crédit d'impôt en Nouvelle-Calédonie. Il faut voir que ce n'est pas un système qui est là pour favoriser la SLN. Il faut voir qu'on est dans un pays ilien, où donc je vais construire une centrale de 180 mégawatts, qui est une petite centrale par rapport au reste du monde, et qui est faite pour un industriel, parce que c'est beaucoup plus que la distribution publique. Donc j'ai une centrale qui va être une centrale suiveuse. Elle va suivre les besoins de la SLN. Donc elle est petite, elle est construite loin, je dirais, de tout, et donc on a des surcoûts. Des surcoûts non seulement par la taille, mais des surcoûts par l'implantation. Et c'est par rapport à ça que l'on demande un certain nombre de défiscalisations, de telle manière à ce qu'on ait un coût d'investissement qui soit raisonnable. Alors, c'est pas non plus la plus mauvaise des années pour décider de miser sur le charbon, juste au moment où Paris va réunir sa conférence sur le climat en novembre prochain. Les défenseurs de l'environnement ont un boulevard là pour parler d'incohérence manifeste. Oui, je sais que encore beaucoup de voix s'élèvent. Je crois que ce qui est important, c'est de regarder comment les choses évoluent. On a beaucoup communiqué dans un premier temps parce que c'était la préoccupation forte des Nouméens de l'amélioration énorme que l'on aura avec cette centrale quant aux émissions de SO2, donc dioxyde de soufre, et aux émissions de poussière. C'est sûr, il y en aura moins, mais là, vous allez rejeter du CO2. Et alors, après, bien évidemment, à chaque fois, on ressort les sujets. Une fois, c'est le mercure, une fois, c'est le CO2, etc. Il faut bien écouter un certain nombre de messages. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a une centrale qui produit du CO2. La centrale que l'on va mettre en place, avec la même puissance délivrée, produira 13% de moins de CO2. C'est pas énorme, mais ce qui est important de voir, c'est qu'on est dans une dynamique où on cherche à améliorer les choses. La dynamique de la France, en revanche, Pierre Guillermina, à travers la voix du président de la République, c'est justement, par exemple, de ne plus financer des centrales au charbon dans les pays étrangers. Vous allez faire comment pour légitimer qu'on finance une centrale en France ? Alors, Monsieur Voisin, j'entends bien votre question, mais je voudrais rappeler quelque chose d'important. Quand vous avez une centrale de 180 mégawatts en Nouvelle-Calédonie, elle est faite pour l'industriel. On aurait 180 mégawatts de besoin en France, on ne construirait pas une centrale. On tirerait sur le réseau, qui est un réseau équilibré avec énormément de consommateurs, et donc la possibilité d'allier toutes les sources de production renouvelables et fossiles. Ce n'est pas le cas ici. Alors maintenant, votre question, pourquoi on aurait la défiscalisation ? Moi, je pense que quand même, ce qui est important, c'est de voir qu'il faut maintenir l'activité de cette SLN qui fait vivre quand même en direct, indirect, induit 8000 familles, ce qui est énorme dans un pays comme la Calédonie, et donc qu'il y ait une certaine équité par rapport aux défiscalisations dont ont bénéficié l'ensemble de nos concurrents, y compris locaux. Donc je crois que sur ce sujet-là, même s'il y a une tendance que je comprends, il faut savoir comment elle peut être appliquée. Et rappelons-nous qu'il y a quand même un ministre de la République qui est venu dire en personne que le meilleur choix, suite à une expertise de gens compétents, c'était de toute façon le charbon pour la SLN. Il va peut-être avoir des difficultés pour se faire entendre des Français. Je vous propose un dernier retour vers notre standard. Bonjour. Bonjour, Martine Corneille à l'appareil. Pour Ensemble pour la planète. Voilà, la présidente d'Ensemble pour la planète. Voilà. Vous étiez avec nous. Une question très rapide, Martine Absolument. Corneille. Je voudrais demander à M. Guillermina, qui est donc face à vous, qu'il prenne publiquement 2 engagements. En premier lieu, qu'il nous communique enfin
les études des alternatives au tout charbon que nous demandons. Vous nous disiez que vous ne les aviez toujours pas voilà, reçus. Depuis décembre 2012, nous ne les avons toujours pas, donc nous pensons que ces dossiers n'existent pas. Et deuxième engagement que j'aimerais voir M. Guglielmina prendre, c'est de participer à un débat public sur votre radio, de façon à ce que nous puissions échanger en face à face nos propres arguments et que les Calédoniens, de fait, puissent se forger une opinion éclairée. Merci Martine Cornaille, Pierre Guglielmina. Ce sera le mot de la fin de ce rendez-vous. Donc ce sont en effet des sujets que nous débattons régulièrement avec Madame Cornaille, puisqu'elle fait partie donc des membres qui siègent au niveau du comité local d'information. Je voudrais seulement rappeler ce que j'ai dit et ce que je lui ai répondu il n'y a pas tellement longtemps, donc au niveau de la salle de réunion de la province sud, c'est qu'il va y avoir une enquête publique et que les documents seront tous consultables à ce moment-là et bien évidemment y compris les rapports d'enquête qui ont pu être faits par l'extérieur. Et y compris donc ces solutions alternatives au charbon. Il y a eu en effet un certain nombre d'études qui ont été faites pour démontrer ce qu'on pouvait faire et pas faire. Je sais que encore dernièrement, on a ramené un certain nombre d'éléments d'information lors du dernier comité local d'information sur une des solutions et soi-disant on répond toujours à côté de la question. Peu importe, le débat n'est pas là. Il y aura un certain nombre de documents qui seront versés pour l'enquête publique. C'est un processus tout à fait normal. La deuxième chose que je voudrais dire, ce qui est important, c'est d'avancer. Il y a eu un temps pour instruire un dossier, il y a eu un temps pour choisir le combustible. On a accepté qu'il soit challengé. Donc il y a eu à l'époque un député qui a demandé à ce qu'il y ait un rapport d'enquête, un député de la Calédonie, il y a eu enquête. Il y a eu le choix du charbon. Il faut continuer à progresser. On ne peut pas sans arrêt remettre tout en cause. Donc, bien évidemment, on doit expliquer maintenant pourquoi cette centrale qui sera au charbon, elle rendra, je dirais, des services à la Calédonie et sera respectueuse de l'environnement. Et vous débattrez avec vos opposants environnementalistes sur une antenne publique ? On a énormément de lieux où on discute. Je ne suis pas forcément enclin à vouloir réouvrir un débat qui a été arbitré. Même si on n'est pas content avec les décisions de l'arbitre, moi je suis un légaliste et donc quand il faut respecter l'arbitre, je le respecte. Pierre Guglielmina, le patron jusqu'au 31 mars de la SLN, était donc notre invité de la matinale. Vous pouvez nous réécouter en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Pierre Guglielmina d'avoir été avec nous ce matin. On retrouve Thierry Belmont et Bruno Rouvière pour la suite de Matin Première.